Tirer les gens vers le haut, participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, les divertir, telles sont entre autres les missions que nous nous sommes assignées dans cette émission. Bienvenue dans votre lieu de rendez-vous habituel, bienvenue à C'est Midi et c'est maintenant. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons avec bien sûr la chorale Sainte-Carogang de C'est Midi. Merci. Merci beaucoup pour tous ces cris de joie. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de juin. Ça passe tellement vite. On est à la on va dire mi-2016. Hein. Ça passe très vite. Qui s'en rend compte? Personne, moi. Je suis la seule à m'en rendre compte. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre Jean-Michel Ona. Merci, bonjour à tous. Cette fois-ci, c'est pour les informations médias. Médias, tout à fait, et de très bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la série qui cartonne en ce moment au Nigeria. Elle s'appelle Before 30. J'ai découvert aussi dimanche en regardant la télévision. Je suis tombé sur un documentaire très passionnant sur M6, précisément dans l'émission Zone Interdite, on va en parler. Et puis on finira sur une série ivoirienne, Les Wassakariens, qui est très fun, très amusante. Ça va vous permettre de passer un très bon moment. Voilà. Merci Jean-Michel. Et oui, juste en face, Nadiani Diarra, Dame Savoir-Vivre. Oui. Alors aujourd'hui, dans le Savoir-Vivre, nous allons parler de l'affichage publicitaire et surtout de la pollution visuelle qu'on constate en ce moment. C'est tout à l'heure. C'est très important. Merci beaucoup d'aborder ce sujet. Et voilà, la star des stars, ouais, Docteur Philo. Ouais, mais Caro, comme tu l'as dit, premier jour aujourd'hui, ça fait déjà nous sommes en plein milieu de la moitié de l'année. Non, comme tu as dit, on s'en rend pas compte, mais c'est quand tu fais quelque chose. Sinon, quand tu fais rien là, c'est trop long devant toi. Les vagabonds, ils se disent que ça a trop duré. Hein. Ben, je vais super bien. Et puis, en commissaire aujourd'hui, et déjà, je suis avec mes éléments tout bleu derrière. Scoot toujours. À l'aise. Yeah. On est foutu là, Philo n'est pas seul aujourd'hui, on est vraiment foutu. Dans la peau d'un chef. Voilà. Ouais, comment tout ça? Eh bien, on a déjà essayé quand même de définir le mot autodidacte. Hein. Autodidacte, c'est donc celui qui s'instruit par lui-même sans avoir recours à un professeur ou à une formation spécifique. Eh bien, aujourd'hui, nous nous intéressons dans le domaine, à un domaine que vous connaissez. Depuis un certain moment, on en parle, c'est le domaine du football. Beaucoup de jeunes gens rêvent aujourd'hui d'être footballeurs. Il y a aussi des centres de formation. Eh bien, notre invité du jour est un autodidacte qui a réussi dans le milieu du football. C'est le thème, entre autres. On retrouve tout de suite Docteur Philo pour son commentaire. Ben, autodidacte qui a réussi dans le milieu du football. Bon, moi, je suis scout et moi, je suis autodidacte. Moi, j'ai appris dans le temps. Nous, à l'époque, voilà, c'est nous, on volait poulet là. Mais eux, ils ne veulent plus poulet parce qu'ils sont formés maintenant désormais. Voilà, eux, le petit qui est là, lui, ils ne veulent pas poulet. Mais nous, à l'époque, à notre temps, on a volé. Ouais, nous, on faisait ça à l'époque. Donc, je veux dire qu'en toute chose, quand il y a la passion, quand tu te donnes à fond, tu réussis, même si tu ne suis pas de formation. Mais en même temps, dit que c'est bon d'être autodidacte, mais en même temps, il faut se former. En même temps, ça dit, plus tu es dans le milieu, tu te formes en même temps en plus, parce que là, déjà, tu es déjà imprégné de la chose, donc tu te formes au fur et à mesure, c'est important. Regardez Didier Drogba, c'est des gens qui il n'a pas fait de centre de football, il n'a pas fait un centre de formation. Mais oui, aujourd'hui, mais c'est un grand joueur. Donc ça veut dire que... Mais il a un parcours quand même. Oui, Drogba, il est titulaire d'un bac.
il est titulaire d'un bac. Ça veut dire que c'est important de se former après. Sport-études. Voilà, sport-études. C'est important de se former après. Il ne faut pas rester dans l'autodictature jusqu'à la fin de ta carrière. Mais arrivé un moment, il faut se former. Oui, ça existe, l'autodictature. Oui, bien sûr. Voilà. Il a honte. Ah, mais... Ah, non, tu vois. Il a honte. Avant honte de quoi? Qu'est-ce qu'il fait rire dans sa autodictature? Non, c'est toi qui fais rire, c'est à ton profil. Je suis à l'aise quand je prononce. Tu nous amuses, tu nous Non, aides. tu es trop à l'aise sur ce plateau. En fait, tu as prononcé, quand tu parlais, j'ai cru entendre autodictature. C'est pour ça que j'ai rigolé. Voilà. Il n'a pas bien articulé. Tu n'as pas bien articulé. Moi, j'ai pas bien articulé. Tu comprends pourquoi je ris? Oui, c'est pas grave. Ouais, ça fait rire. C'est toi ou tu es un humoriste. Ça existe souvent parfois. Donc, je dis que ça rattrape toujours. C'est très important. Comme je le disais, Didier Drogba, titulaire d'un bac aujourd'hui, qui est nommé secrétaire à la FIFA. Donc, ça veut dire que quelque part, il est allé à l'école. Après, il s'est formé. C'est très important. Mais je dis que ça rattrape toujours. Pourquoi toujours ça rattrape? Il y a le football sur le terrain et hors du terrain. Si tu es sur le terrain, que tu commets une faute, l'arbitre va siffler. Si tu es hors du terrain, tu commets une faute, le policier va t'attraper. Oui, on sait ce qui se passe en ce moment. Le policier va t'attraper. Et dit que c'est intéressant quand même quand tu te formes. J'insiste là-dessus. Tu es autodidacte dans la chose. Tu arrives à un moment, il faut se former parce que c'est important. Mais en même temps, dire qu'il faut aussi apprendre certaines langues. C'est ça. Toi, tu vas aller dans un club. Tu es là, on parle anglais. Forme-toi. Vous êtes dans les stades de foot. Allez à l'école. Philo. Papa, je vais aller à l'école. C'est important. Merci. Il faut apprendre. Après le match, il y a des interviews. On va te poser des questions. On va te dire. C'est important de se former. Merci beaucoup, Dr Philo. Peut-on exceller dans le football sans formation? La question a été posée. On va donc écouter toutes ces réactions. Quel que soit le domaine, il faut une formation à la base. Je pense que c'est vrai que dans le sport, dans l'art par exemple, il y a des choses, des talents innés, mais il faut toujours une formation, soit pour mieux apprendre, soit pour se perfectionner. C'est pas possible d'exceller dans le football sans formation. Parce que dans toute chose, il faut se faire former en fait, avant de faire quoi que ce soit. Moi j'en ai déjà vu. Des gens qui ont excellé comme ça dans le football sans formation. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas allés dans des centres de formation pour apprendre à jouer au football. Ils avaient ça en eux. Ils ont le don, voilà, en eux, ce qui a permis qu'ils ont excellé dans le football. Ça dépend. Il y a des gens qui font la formation pour pouvoir jouer au football. Vraiment, l'école, tout et tout, dans les centres de formation. C'est maintenant les centres de formation ont été construits. On voit un peu partout sans formation. Si ma mémoire me revient, c'est la SEC qui a envoyé soit des centres de formation en Côte d'Ivoire. C'est ça tous les secteurs. Autant d'Aboulaye Traoré. Il n'y a pas de centre de formation. Il a été le meilleur joueur. Ah oui, nous sommes de retour, n'est-ce pas? Il a été court quand même, hein, le micro-trottoir, vous ne le trouvez pas? Très bref, n'est-ce pas? Hein? Ouais, ça dépend peut-être de l'humeur de ceux qui vont faire le micro. Ouais, 14 heures, ils ont faim, tout ça. D'accord, et nous recevrons tout de suite notre invité témoin. Je rappelle juste le thème du jour. Autodidacte, j'ai réussi dans le milieu du football. Notre invité est président fondateur de l'équipe olympique sport d'Abobo. Son nom, Hamza Gamal, à l'état civil, Sila Hamoud Diatta. Bienvenue, merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors moi je voudrais déjà d'entrée de jeu savoir pourquoi on a Hamza Gamal et de l'autre côté on a Sila Hamoud Diatta. Merci beaucoup, merci pour l'opportunité. D'abord, mon nom à l'état civil c'est Sila Hamoud Diatta. C'est Sila Hamoud Diatta. Oui. Depuis ma naissance, mes parents m'ont toujours appelé Hamza. Ah, d'accord. Ce que mon père m'a dit, lorsque je suis arrivé au monde, il a demandé à mon oncle d'aller me déclarer. Et mon oncle, comme moi qui n'ai pas à l'école aussi, il allait dire Hamoud Diatta. Et ce qu'il a dit, c'est qu'ils ont écrit.
Et donc, c'est ce qui a fait que si mon nom de naissance c'est Amoudjata, sinon c'est Hamza. Et Gamal? Gamal, en 1994, la SEC Mimosa a rencontré une équipe égyptienne, Ismailia. Ils avaient un footballeur qui s'appelait Hamza Gamal. Et très bon joueur. Moi aussi, j'étais très doué quand j'étais plus petit. Coïncidence pour coïncidence, voilà. vous appelez Hamza, donc pourquoi ne pas ajouter Gamal? Voilà, donc mes amis ont ajouté Gamal, Hamza Gamal. Voilà comment c'est parti. Voilà. Merci Hamza Gamal d'être là. Merci beaucoup, merci. Alors, nous allons au tout début. Comment votre histoire avec le football commence? D'abord, en tant que jeune Africain, nous avons le football dans le sang. Moi, personnellement. Comme les Brésiliens, quoi. Voilà, voilà. Et moi, je suis d'une famille mon père a 17 enfants. Et je suis le seul dans la famille qui adore le football, donc j'ai voulu jouer, mais ce n'était pas l'idée de mes parents. Et mon père, qui est fervent musulman, il a voulu que je parte à l'école coranique. Et ensuite, en plus de cela, c'est un grand commerçant, et à son âme, il n'est plus de ce monde. Il a voulu que je fasse l'école coranique pour aller au magasin avec lui. Et moi, j'avais que le football. Pour devenir commerçant. Commerçant, voilà. Mais il y a quelque chose que je veux savoir. Je veux dire, quand on part à l'école coranique, après, c'est quoi les débouchés? Bon, sincèrement, en ce moment, je considère de l'école coranique. Bon, moi, j'étais le football. Mais il y a mon grand frère, le plus grand, qui s'appelle Hamid, il a fait toutes sortes des classes. Et là, il a tous les diplômes de l'école coranique. Là, il est... En Arabie Saoudite? Il a fini en Arabie Saoudite, tout ça. Il a tout fini, mon grand frère. Et il est revenu à Abidjan, il enseigne dans une école coranique et puis il est imam. Donc je pense que c'est la conclusion qu'elle a. Ah d'accord. Mais on peut quand même faire les deux, c'est-à-dire aller à l'école et puis faire l'école coranique, maintenant, le cursus normal. Là. Oui, bon, tu vois, nos parents d'enfants, eux, c'était one gamme. One gamme. Voilà. Moi, mon papa, lui, il connaissait pas ça. Très rigide, quoi. Voilà, très rigide. Maintenant, les enfants, mes grands frères, même mes petits frères qui ont les enfants aujourd'hui, les enfants vont à l'école. Voilà, ils ont fait un peu l'école coranique. Ils suivent maintenant l'école moderne, comme tout le monde. Mais avant, le vieux, il ne connaissait pas ça. D'accord. Voilà, on va juste fermer la parenthèse de l'école coranique. Donc là, très tôt, très jeune, vous êtes passionné de football. Et malgré, on va dire, le refus de vos parents, vous vous entêtez. Oui, moi... Vous allez vous entraîner tout le temps. Je voulais forcément jouer au football. Et à l'école coranique, c'était la seule chose qui faisait qu'on me considérait, puisque je n'étais pas bon à l'école coranique. J'étais nul. Il dit j'étais nul. Et à cause de mon talent, le footballeur, tous les maîtres voulaient que je sois dans les classes. Pour que lors des tournois de vacances, j'ai pu faire la différence. Donc c'est ce qui fait chaque année, j'ai passé en classe supérieure, et même étant le moyen. Donc je voulais jouer au football. C'était ma passion, c'était ma vie à moi. Et malgré que mes parents ne voulaient pas, ils m'ont vraiment empêché. Par tous les moyens. Et mon père, ma maman qui me soutenait, mon père ne le laissait pas, la laissait pas moins. Et elle, chaque fois que je voulais partir, elle m'engueulait, mon papa l'humiliait à cause de moi. Une fois, je partais à l'entraînement, je voulais partir forcément. On avait un match avec mon père formateur, M. Kwadjo Benan, que je remercie pour ce qu'il a fait pour moi. Et ma mère m'a dit, à cause de toi, ton père est en train de me soutenir aujourd'hui. Si tu pars aujourd'hui, ne va pas à cause de moi. Laisse ce ballon là. Si tu pars aujourd'hui, tu es mon fils. Mais si tu pars, tu ne vas pas arriver à l'entraînement là-bas. Voilà, et elle voulait me faire peur. Ma mère même énormément, elle voulait me faire peur. Et j'ai dit, je m'en vais. Donc, on a un carrefour là-bas, devant chez nous, avec Carrefour Bakari. Vous étiez dans quel quartier? À Boubou Habitat, vers l'hôpital Lofo-Boigny. Donc, c'était le premier goudron. Voilà, et moi, arrivé au goudron, là, je vois à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture. Mais je me rappelle ce que ma maman m'a dit. Parole des parents, ça ne ment pas. Même sans vouloir, mais j'ai dit non, ça, il n'y a pas. Ça peut agir. Je n'ai pas avancé. Il n'y a pas de goudron, mais si je passe là, peut-être que la voiture qui quelque part. Et monsieur le tunnel, il avait bon. Elle dit non, prends ton savoir à l'école. Donc je suis parti. Donc, non, je n'ai pas bien compris cette partie-là. C'est-à-dire que vous étiez sur le chemin, vous étiez en train d'aller à votre match, mais tellement vous avez eu peur, vous avez rebroussé chemin. Vous êtes revenu voir votre maman. Ma maman ne voulait pas que je parte. Donc je n'avais pas le courage de continuer. Parfois, elle partait me chercher même sur le terrain à l'école Habitat. Oui, parce que elle faisait à cause de... Mon papa, il n'était pas du tout d'accord. Mon papa, c'était un vrai dictateur. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il n'était pas autodidacte, il était... dictateur. Lui, c'était... dans l'éducation qu'il nous a donnée, c'était ça. Il voulait qu'on suive sa voie. Et je pense que
hormis l'école que je n'ai pas fait, mais il nous a vraiment très bien éduqués. Et donc, c'est en forçant un peu le football. Après, il y a une année, je ne pouvais pas, j'ai eu des douleurs. Quand je marchais normalement, je n'avais pas de douleur, je n'avais rien. Mais quand je commence à jouer un peu, je me couche. Après, j'ai dit, bon, quand tes parents ne veulent pas quelque chose, il ne faut pas forcer. Donc, j'ai arrêté de jouer. Alors, ce qu'on retient, c'est que, je veux dire, malgré tout, vous étiez attaché à certaines valeurs et vous aviez, c'est vrai, votre passion, mais beaucoup de respect pour vos parents. Mais après, par rapport aux résultats qu'on a aujourd'hui, je suis sûre que la passion a pris le dessus sur le respect. Effectivement, j'étais convaincu que mon père, il voulait mon bonheur. Il se disait que mon bonheur, c'était dans ce qu'il voulait. J'étais convaincu. Donc, je n'ai jamais pris ça en mal. Mais moi, effectivement, je voulais forcément jouer au football. Et après j'ai fait ce que mon père voulait, j'ai arrêté. Et moi, je voulais être, quel que soit, en tant que footballeur, formateur, ramasser des balles supporters, je voulais quitter dans le football. Quel que soit le rôle que j'allais occuper. Donc, quand je ne pouvais plus jouer, là où je jouais avant, chez M. Kwadjo Bernard, mon père formateur, il m'a dit, bon, viens, tu vas travailler dans mon équipe en tant que ramasser des ballons, on appelle ça intendant général. Donc, j'ai ramassé le ballon des amis avec qui je jouais. Et plein se moquaient de moi. Et souvent même à l'entraînement, ils disent, ballon, Européen, va chercher. Ils envoient ça loin. Ils envoient loin. Il dit, Européen, va chercher. Bon, parfois, ça me frustrait. J'ai expliqué à mon père formateur Bernard qui a puni certains. Bon, moi, je m'en foutais. Moi, ma vision, c'était le football. C'est ça. Il fallait bien sûr commencer quelque part. J'ai ramassé les maillots d'entraînement pour aller au centre d'entraînement. Il y avait le sac de ballons. Moi, mon père formateur Bernard, il habitait à Vocatier. C'était très loin de là où j'habitais. J'ai chargé les ballons pour aller au terrain. Arrivé à la maison, à 11h, j'ai fini. Je ramène le ballon chez lui à Vocatier. Et puis, je marche pour venir chez mes parents. Vous étiez le Bella même de l'équipe, en fait. Vous voyez, ramasser tout. Mais ça peut J'ai fait ça pendant des années. Et après, il y a une catégorie de jeunes, on appelle un minimum en football. Il y a le coach qui s'occupait de la catégorie, il a dit que bon, il y a des histoires avec mes responsables, ils l'ont laissé. Donc il m'a appelé, il dit, bon, tu vas apprendre à entraîner. Ah, moi, moi, je ne sais pas entraîner. Hein. Moi, je veux dans le football. Là, ça me plaît, là. Je suis dans le football. Il dit, non, tu peux t'apprendre. Donc, c'était ainsi vers les années 98. Il m'a mis dans ce métier, là, il m'a appris à entraîner un peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de donner juste les grandes articulations. On va donner tous les détails. Mais là, vous êtes passé de ramasseur de balles à quoi pour être aujourd'hui formateur? Du ramasseur de balles, je suis devenu formateur. Kwadjo Bernard, il m'a confié une catégorie de jeunes. Et auprès de lui, j'apprenais. Parce que je suis convaincu, c'est vrai, je suis convaincu, moi, que la meilleure formation, c'est ce que tu apprends sur le terrain. Voilà, moi, j'étais sur le terrain avec lui le matin, midi, soir. J'apprenais à entraîner, il m'a confié une catégorie. Et quand c'était pas bon, il me corrigeait. Jusqu'à ce qu'en 2001, vous savez, dans la vie, partout, quand l'argent est un peu, il y a des histoires. Bon, il y a des histoires entre mes deux patrons de cette époque, ils se sont divisés. C'est comme ma maman et mon papa, moi je ne peux pas suivre un entre les deux. Donc je me suis mis à l'écart. J'avais des enfants à main en ce moment qui me faisaient confiance. C'était la génération de Yakouna Didier, Yaou Kwasi Martial, Traoré, Amadou, tout ça. On y reviendra voilà, certainement. Mais déjà, moi, ce que je veux savoir, quelle est la différence, parce qu'on entend souvent formateur, pour le profane, la différence entre un formateur et un entraîneur, c'est quoi? Les entraîneurs, c'est le club, c'est les entraîneurs qui entraînent en élite, c'est-à-dire en senior. Là, on a le championnat Ligue 1 en Côte d'Ivoire. Ligue 1, ceux qui entraînent en Ligue 1, c'est les entraîneurs. Mais généralement, ceux qui sont dans les centres de formation, c'est ce qu'on appelle les formateurs. Est-ce qu'il vous arrive en tant que formateur d'être sur le terrain, de courir? Parce que quand je regarde votre poids, je me demande, est-ce que vous pratiquez sincèrement les sports? Mon père Marie qui était dur, il me nourrissait très bien. Donc, bon, depuis tout petit, j'ai eu cette forme-là. Et bon, après, ça ne vous empêche pas d'être très actif sur le terrain? Non. Entraîner les enfants sur le terrain, c'est ma vie, c'est ma passion. Quand je suis à Abidjan, quand je suis occupé par mes affaires, parce que le football, c'est pas seulement sur le terrain, il faut aller chercher les contacts, je suis sur le terrain. Et de temps en temps, j'arrive à jouer, mais ça ne m'empêche pas de faire mon travail correctement. Et bon, à partir de 2001 maintenant, c'est là que, décembre 2001, j'ai créé
mon propre centre de formation maintenant qui est Olympique Sport d'Abobo. Donc vous gravissez les échelons et vous devenez, on va dire, président de club. Voilà. Je suis quand même étonnée par votre parcours. En 2014-2015, vous êtes élu meilleur formateur. Ouais. Sur la base de quoi? Sur quels critères? Bon, je pense que les organisateurs m'ont dit, bon, comme tu as formé beaucoup de footballeurs pour la nation, et je continue encore. Et là, il y a la sélection des jeunes qui se passe en Côte d'Ivoire. On a des noms connus? Oui, bien sûr. Le plus connu, aujourd'hui peut-être qui a joué dans la SEC ici, qu'on a Didier. Je l'ai entraîné depuis au Racing Club d'Abobo. Ah, c'est vous? Oui. Bravo. Il y a aussi Traoré Lansina. Traoré Lansina, bon, j'ai beaucoup de joueurs qui ont reçu. Ça, c'est ma plus grande fierté aussi parce qu'il était humilié par tout le monde, par toute la nation. Et parce qu'on dit que ce n'était pas un footballeur. Donc lui, ça a reçu me fait énormément plaisir. Traoré Lansina, qui est aujourd'hui champion d'Afrique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Derasba Ousmane Vieira, champion d'Afrique avec les éléphants. Il les a pris. Bravo, hein. En 2013, la Côte d'Ivoire était championne de la catégorie cadette au Maroc. J'avais sur les 21 joueurs ivoiriens, moi j'avais 3 joueurs qui venaient de mon centre de formation à Bobo. C'était 3, Nyangbo, Bakayoko, Diaby. Et en 2015, les éléphants A remportent la CAN des seniors. J'avais 2 gamins dedans. Donc j'ai 5 champions d'Afrique sortis de mon trou à Bobo dans ce tournoi-là. Oui, vraiment félicitations. Je veux dire, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, hein, la meilleure école, c'est sur le tas, c'est sur le terrain. Mais ça ne vous a pas quand même empêché de vous former, d'aller dans des centres pour vous former, de participer à certains stages, tout ça, pour renforcer vos capacités. Effectivement, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'aller apprendre, en 2007, à travers M. Alfred Debrou, que je remercie, qui est l'agent de joueur qui a envoyé plusieurs de mes footballeurs en Europe. Il m'a envoyé en Norvège en 2007 pour aller suivre un match de Ligue des Champions entre Valence et puis Rosenborg. Donc après mon séjour là-bas, je suis venu en France. J'ai fait 2 stages avec le club de Nancy et du Havre. Ça c'était en 2007. À ce moment, Nancy était en Ligue 1, le Havre était en Ligue 2. Donc après, en 2010, je suis allé faire un stage aussi au centre de formation Mohamed VI du Maroc. D'accord. Et sur le plan local, j'ai fait un stage avec la DTN de Côte d'Ivoire. Et aussi, l'année dernière, j'ai fait un stage FIFA à Solbeni avec tous les grands entraîneurs du pays, Amani Yao, Alain Guamene. Bon, j'ai appris énormément dans le tas, mais à chaque fois, il y a eu l'opportunité d'aller apprendre mieux encore, je l'ai fait quoi. Donc je pense que c'est sur la base des joueurs que j'ai formés, que je continue de former pour la nation, le club ivoirien, parce que là, j'ai 46 joueurs sur le plan local, ici dans différents clubs à SEC, Africa, mais ça demande quand même beaucoup de moyens. Hein. Vous avez été certainement confronté à d'énormes difficultés. Si oui, lesquelles? Oui, bon, avant, quand je commençais, je n'avais pas de matériel. C'est ça. Voilà, je n'avais pas de ballons ni de maillots. Et parfois, je partais demander des ballons à des amis formateurs qui avaient plus de moyens que moi. Ils vous les remettaient facilement? À Bobo, on ne me remettait pas. Il dit à Bobo, on ne me remettait pas. J'ai un ami à Djamé, Théo Toussaint, que je salue, qui me rendait ses... Mais quand j'ai demandé à mes... Parce que dans chaque chose, il y a la concurrence. Malgré que je n'avais pas le moyen, j'avais des enfants talentueux. Et donc, j'étais un peu l'équipe à battre. Donc, après, j'ai demandé des services à mes amis pour m'entraîner, mes amis, ils ne voulaient pas. Un jour, il y a un qui m'a refusé un ballon pour jouer un match. Il avait près de 20 ballons dans son filet. Voilà. Et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me donner. Et quand je suis rentré chez mes parents, j'ai coulé les larmes. Et je me suis juré ce jour-là que je ne vais plus jamais demander de ballon à quelqu'un. Mais justement, par rapport à vos parents, qu'est-ce qu'ils pensent de vous aujourd'hui? Je suis la plus grande fierté. Quand c'est comme ça, est-ce que les parents ont quand même l'humilité de demander pardon à leurs enfants? Non, c'est vrai, on voulait t'empêcher de le faire, mais tu as réussi dedans aujourd'hui. On te demande pardon pour tout le mal qu'on a pu te faire. Bon, chez nous, les nordistes, il y a l'orgueil. Hein. Tu as faim, il n'y a pas pardon chez toi, c'est ce que tu fais. Ma maman, pour son nom, mon papa, il est parti un peu tôt. Bon, quand ça a commencé à bouger un peu dans mon domaine de football, un an après, il est parti, donc on n'a pas pu sympathiser. Mais ma maman, chaque fois, quand il y a des difficultés, elle me dit, pense à ce que ton père te faisait, tout ça là. Et j'ai lutté pour l'envoyer à la Mecque il y a 2 ans de cela.
à travers... Quand même, hein? Voilà. Oui, très rapidement, Philo, parce que... Je veux savoir, c'est vrai qu'au départ, vous aviez des difficultés, mais aujourd'hui, ça va. Est-ce que les joueurs que... Non, ça va. Elle forme comme ça, on sait que ça va. Hein? Nous, on sait ça. Mais est-ce que tous ces jeunes, ces joueurs, ces internationaux que vous avez formés, vous le rendent bien aujourd'hui? Des petits transferts d'argent quand même, de temps en temps. La plus grande... Ils vous suivent, hein. Ils regardent l'émission là. La plus grosse plaie de notre métier, c'est l'ingratitude. Aujourd'hui, 95% des formateurs vivent dans la misère. Non, je parle de vous, quoi, en particulier. Non, les autres, bon. Moi, je représente des formateurs. Je suis le président du centre de formation d'Abobo. En plus d'être le formateur et le président de mon académie, je représente tout le centre de formation d'Abobo, les entraîneurs. Et aussi, donc, c'est sûr que vous en sortez. Voilà. Donc, et je veux dire quoi, moi, j'ai la chance. J'ai des gamins, Vira, Traoré, quand même. J'ai des gamins dans mon équipe qui sont bien, mais je représente les formateurs. Et aujourd'hui, il y a 27 professionnels. Aujourd'hui, les 27 professionnels, il y a près de 20-22 qui parlent plus avec moi. Donc je veux dire que, encore moi, j'ai de la chance, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a certains qui ont un gamin, deux gamins, qui ne les regardent pas. Donc c'est la plus grosse plaie. Mais vous avez fait l'école coranique, il faut attacher ça, ils vont revenir. Philo, qu'est-ce que tu racontes là? Bon, en dehors de la reconnaissance de nos gamins, même s'ils ne sont pas reconnaissants, mais en le voyant au haut niveau, c'est une fierté. C'est ça. C'est votre plus grande satisfaction, hein, je suppose. Cette fierté. Mais c'est sûr que... c'est sûr qu'ils vont vous appeler et puis voilà, se rattraper quoi. Parce que donc, certains, il y a Vira, Traoré, c'est un nouveau bon. De temps en temps, voilà. En tout cas, merci. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et votre mot de fin, ce sera lequel? Je voulais juste dire à toute la Côte d'Ivoire que mon centre de formation, Olympique sur Abobo, fête ses 15 ans le 12 juin à Bobo. On a commencé en 2001, ça fait 15 ans aujourd'hui. Et je demande à tout le monde de venir nous soutenir. Dis un grand merci à tous mes jeunes formateurs, Fabrice et Ouattara Enza, à mes amis qui m'ont aidé par le passé, Ben et Michel, qui a un peu tout fait pour moi, je les remercie aussi. Monsieur Obrou Alfred. On ne va pas pouvoir tous les citer, c'est vrai que vous êtes très reconnaissants. Voilà, je vous dis à tout le monde, Kwadjo Bernard, à tous mes grands-mères, merci à tous. Je souhaite que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, déjà, qui existe et qu'elle est perdue encore dans le temps. Quoi. Merci Hamza d'être passé sur notre plateau. Et voilà, il vient de nous dire que c'est vrai. C'est bon d'aller à l'école, mais l'école n'est pas forcément la seule voie de réussite. Si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, vous pouvez vous battre pour y arriver, vous pouvez vous battre pour réussir. Merci beaucoup. Ne zappez pas, on va juste marquer une courte pause publicitaire et on se retrouvera dans quelques instants.